bonjour et bienvenue au CQFA. Aujourd'hui, on est en compagnie de Claude Vidal pour parler certificat d'opération aérienne spécialisée, le fameux COAS. Bonjour Claude. Bonjour. Alors, j'imagine dans ta grande expérience de COAS, tu as rencontré toutes sortes de demandes, des simples, des complexes, des bien ficelés et d'autres qui étaient plutôt incomplètes. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des petits problèmes que tu as rencontrés au moment d'analyser des demandes de COAS afin d'aider nos auditeurs à bien compléter leur processus et que ça fonctionne rapidement. Alors, quels sont en général les points faibles que tu as vus? Une demande de COAS, aux yeux de l'opérateur, est un document très lourd et très difficile à remplir. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que les opérateurs d'UAV ne sont souvent pas des gens d'aviation, qui sont dans le milieu de l'aviation, donc qui ne connaissent pas le langage et qui ne connaissent pas la façon de procéder. Malgré que le cours offert par le CQFA est très bon en cette matière, c'est quand même un domaine qui est nouveau pour beaucoup d'opérateurs. Donc, lorsqu'un individu demande un COS, il va souvent y avoir des manques au niveau de l'information fournie et de la précision de l'information. Donc des demandes incomplètes, tu dirais? Des demandes incomplètes, en effet, et souvent, l'opérateur n'a pas réalisé qu'il ne rencontre pas les objectifs de Transport Canada. Alors, au niveau du ministère, j'imagine qu'il y a des normes nationales de la façon avec laquelle les inspecteurs traitent les demandes qui rentrent. En effet, au niveau national, il y a un formulaire standard qui est utilisé par toutes les régions au Canada. Chaque demandeur doit l'utiliser. Il n'y a pas d'autre façon de procéder que d'utiliser le formulaire en question. Et lorsque ce formulaire-là est complet, il est envoyé à Transport Canada. Suite à ça, un numéro de confirmation est renvoyé automatiquement au demandeur et les demandes sont traitées par ordre de réception à Transport Canada. Et ça, c'est un ordre qui est national ou chaque région a son bassin de demandes, là? Chaque région a son bassin de demandes. C'est-à-dire que la région du Québec traite les demandes pour le Québec. Si vous devez opérer dans une autre province, ce sera une autre région qui va traiter la demande. Alors, Claude, il y a un processus d'amendement réglementaire qui est en cours. On sait qu'au printemps 2018, la nature des règlements concernant les drones va changer. Est-ce que les COAS sont là pour rester? Oui, les COAS sont là pour rester, mais pas dans la forme que l'on connaît actuellement. C'est-à-dire que présentement, pour toute opération d'UAV, il faut obtenir un COAS. Maintenant, ceci, à partir de 2018, au courant de l'année 2018, on n'a pas encore de date précise, les opérations que l'on appelle standards, c'est-à-dire que pour un UAV de 25 kg ou moins, qui doit monter à une hauteur de 400 pieds ou moins au-dessus du sol, et qui est en la ligne de vue. Pour les opérations qui répondent à ces trois critères, un COS ne sera pas nécessaire. Par contre, comme on sait que l'industrie du drone subit une croissance très rapide et que les appareils sont de plus en plus lourds, toute opération qui sera ou qui devra être effectuée par un drone de plus de 25 kg ou qui devra monter à une altitude de plus de 400 pieds au-dessus du sol ou hors de la ligne de vue nécessitera un COS. Donc, on peut dire que l'habilité à remplir des formulaires de COS, c'est une habilité que les candidats devraient conserver puisqu'il y a des chances qu'ils aient à le faire là, pour plusieurs années à venir. Oui, les candidats doivent conserver cette habilité à faire des demandes des COAS puisque l'évolution du drone est très, très rapide. Alors, on va facilement retrouver des opérateurs qui, aujourd'hui, opèrent en bas de 400 pieds, des appareils de 25 kg ou moins, et qui, dans un an ou deux d'ici, devront opérer des appareils plus lourds et dans des conditions différentes. Donc, le COS demeure de mise. Alors, si tu veux bien, Claude, on va passer en revue les différents points que tu as vus dans ton expérience là, qui étaient plus faibles. J'imagine que les assurances, ça demeure un point chaud, là. En effet, les assurances, c'est souvent un point négligé par les demandeurs. C'est-à-dire que des COS sont émis pour une période d'opération. Si on prend l'exemple du tournage de travaux de réfection d'une route qui s'échelonne sur une période de 2 mois. Lorsque le demandeur de COS envoie sa demande, souvent il ne réalise pas que sa couverture d'assurance ne couvre pas la période en question. C'est-à-dire qu'elle s'arrête au bout d'1 mois et à ce moment-là, Transport Canada ne peut émettre un COS
jusque selon la date limite de couverture d'assurance. Donc, il va émettre un COS pour un mois, ce qui va faire que l'opérateur va être pénalisé puisqu'il devra faire une nouvelle demande pour prolonger le COS existant jusqu'à la fin des travaux. Ceci pour un COS complexe pour une période définie. Maintenant, pour un COS de nature permanente qui peut durer 1 an, il est important que l'opérateur, lors de l'envoi de sa demande, ait déjà pris les arrangements avec son fournisseur en assurance pour s'assurer que la couverture couvre bien la période d'1 an nécessaire. Alors, au besoin, aller chercher une prolongation ou renégocier son contrat, puis fournir dans sa demande la preuve là, de couverture pour la durée prévue là, du COS. C'est bien ça. S'assurer que l'on a la durée prévue pour toute l'opération. Et au-delà des assurances, quel autre point faible tu as pu observer là? Un autre point souvent manqué par les opérateurs est la preuve de corporation de l'entreprise en question. C'est-à-dire que vous pouvez opérer un drone, un UAV, en votre nom personnel ou au nom de votre entreprise. S'il est opéré au nom de votre entreprise, l'entreprise doit être inscrite au registre des entreprises du Québec. C'est-à-dire qu'un certificat vous est fourni prouvant que votre entreprise est enregistrée et ce certificat est nécessaire, doit absolument être joint à votre demande. Si vous avez une compagnie qui a un nom commercial seulement, comme par exemple les drones ABC, qui n'est qu'un nom commercial et qui n'est pas enregistré au registre des entreprises du Québec, Transport Canada n'émettra pas un COS à une entreprise qui n'est pas reconnue en tant que tel. Alors, dans ce cas-là, le COS sera émis au nom du propriétaire du drone, donc l'individu, peu importe si lui désirait de se faire identifier par une raison sociale ou une autre. Là. C'est bien ça, le COS sera émis au nom de l'individu. Donc, pour résumer, il y a 2 possibilités, soit que vous fassiez une demande de COS en votre nom personnel ou au nom de votre entreprise si celle-ci est inscrite au registre des entreprises du Québec. Et une copie devra être jointe à votre demande. Alors, on continue maintenant avec un autre point faible ici, les dates de remplacement. C'est-à-dire que si vous faites une demande de COS pour, disons, une fin de semaine, pour une activité quelconque, et que pour des circonstances incontrôlables, vous ne pouvez pas opérer, soit les conditions météo, problèmes mécaniques, quelle que soit la nature des problèmes, vous devez demander des dates alternatives. Alors, il est bon de demander des dates de 2 à 3 jours au-delà de la période normale d'opération. L'inspecteur de Transport Canada qui va traiter votre demande va vous accorder des dates supplémentaires. Et en période hivernale, disons de novembre-décembre à mars, il est bon de demander des périodes de prolongation de COS qui peuvent aller jusqu'à 2 semaines dans certains cas. Alors, Claude, prenons un événement, par exemple un marathon qui est dimanche, donc une date spécifique. Est-ce que ma demande de COS devrait comporter quelques jours d'opportunité au préalable, de façon peut-être à aller faire des tests sur le site? Oui, il serait très bon dans un cas comme ça de demander des jours avant l'événement pour la pratique, pour l'entraînement du personnel, etc., en vue d'être prêt pour l'opération elle-même le jour du marathon. Par contre, comme il s'agit d'un événement, une journée spécifique, il ne sert à rien de demander des dates de prolongation puisque le marathon sera passé en cas de mauvais temps si le drone ne peut pas opérer. Alors, Claude, je planifie piloter mon drone moi-même, mais j'ai du personnel compétent dans ma compagnie également. Comment devrais-je présenter ça dans ma demande de COS? La demande de COS doit inclure tout le personnel qui participera aux opérations du UAV, ainsi que leur formation. Donc, si vous prévoyez une opération de grande envergure où plusieurs personnes, plusieurs membres d'équipage seront nécessaires, ces derniers doivent être inclus dans la demande. Et un point à souligner aussi, c'est que souvent les opérateurs vont, dans un surplus de travail, devoir engager d'autres personnes pour les aider à remplir leur contrat d'UAV. Alors, s'il y a des personnes qualifiées que vous prévoyez engager dans un temps prochain ou futur pour participer à vos opérations, les noms de ces personnes doivent être inclus dans la demande. Le demandeur doit fournir toute l'information relative à son personnel, c'est-à-dire sa formation, quel que soit l'endroit d'où elle provient. Et ceci prévaut pour les observateurs, pas seulement que les pilotes, mais les observateurs, en fait, tous les membres d'équipage. Alors, considérant les observateurs, chacun pourrait prendre le cadre réglementaire des drones légers, la formation en ligne, puis recevoir un briefing complet sur l'opération du jour, le site, les façons de communiquer, et puis on pourrait considérer que les
observateurs, donc, sont compétents? Oui, le cours en ligne donné par le CQFA au niveau du cadre réglementaire des drones est un bon point de départ. Et comme mentionné, les observateurs doivent être au courant de la nature de l'opération, de la trajectoire de vol qui va être effectuée, de toute l'opération en général. Maintenant, dans le document intitulé « Instructions visant le personnel » qui vous est fourni dans les cours, il y a un chapitre qui traite des connaissances que les observateurs doivent avoir pour participer à une opération. Alors, Claude, quel serait le prochain point que tu voudrais couvrir? Dans le formulaire, il y a une case à remplir qui est intitulée « Numéro de licence civile canadienne ». Pour beaucoup d'opérateurs de drones, c'est mystique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ceux qui ont déjà une licence de pilote, que ce soit une licence de pilote privé pour avions légers, que ce soit une licence de pilote professionnel ou de pilote de planeur, d'inscrire le numéro de la licence qu'ils possèdent. Donc, comme ce n'est pas votre cas nécessairement, vous n'avez pas à remplir cette case. Alors, Claude, on a des activités de drone un peu partout. Parfois, on doit aller chez les gens. Qu'en est-il de l'autorisation nécessaire d'occuper les lieux? Vous devez absolument fournir une copie de l'autorisation du propriétaire des lieux dans votre demande, que ce soit un individu, une entreprise commerciale, un gouvernement. Cette autorisation-là doit être dans votre demande et surtout que la période de l'autorisation doit couvrir la période d'opération. Et il est bon de prévoir une période peut-être plus longue que prévu en cas de problèmes mécaniques ou de problèmes météo qui font que vous devrez retarder vos opérations. Alors, s'assurer que le propriétaire qui vous donne l'autorisation est bien au courant que la période peut se prolonger. Si on prend, par exemple, un parc public, vous devrez obtenir l'autorisation de la municipalité ou de la ville qui est propriétaire du parc. S'il s'agit d'une entreprise, si on prend l'exemple d'une industrie qui a besoin d'un tournage vidéo pour son site web, c'est l'entreprise qui va vous fournir l'autorisation. S'il s'agit d'un propriétaire terrien quelconque, c'est lui qui devra vous fournir l'autorisation. Si j'ai une observation, là, une analyse de façade d'un building condominium, par exemple, est-ce que c'est l'administrateur du bloc qui devrait me fournir cette... pas chaque propriétaire, quand même? C'est l'administrateur du bloc qui doit vous fournir l'autorisation au nom de l'entreprise et par la suite, les occupants de ces édifices devront être avisés. C'est-à-dire qu'avant le début de l'opération, ils devront être avisés que tel jour, à telle heure, il y aura un UAV qui circulera aux environs de l'édifice en question. Est-ce qu'on parle ici, Claude, du survol d'une propriété privée ou vraiment l'atterrissage et le décollage seulement là? On parle seulement que de l'atterrissage et du décollage de l'UAV. Le survol n'est pas inclus dans ce genre d'autorisation. Alors, Claude, il existe différents types de COS au Canada. J'imagine que les demandes s'adaptent également. Quels sont les différents types de COS disponibles? Il y a 3 types de COS disponibles, c'est-à-dire le COS simplifié, le COS complexe et le COS permanent. Dans le COS simplifié, si votre opération de drone se déroule dans l'espace aérien de classe G et à plus de 3000 nautiques d'un aérodrome, un COS simplifié peut faire l'affaire. Celui-ci requiert moins d'informations à fournir de la part du demandeur et c'est, si on peut dire, le COS de base. J'imagine qu'on l'appelle COS simplifié parce que les risques sont simples. Effectivement, les risques sont simples, donc c'est moins élaboré qu'un COS de nature plus élevée. Donc, plus les risques augmentent, j'imagine la proximité de la population, la proximité des édifices de haute valeur ou des aéroports, plus la complexité du risque augmente, plus la demande va être complexe également. Exactement, plus la demande va être complexe, donc le COS en question va être un COS complexe. Tout ce qui est dans les autres espaces aériens, comme par exemple en classe C, vous êtes sur l'île de Montréal et vous voulez opérer un tournage quelconque avec un UAV. À ce moment-là, c'est un COS complexe qui va vous être émis. Le COS complexe va vous permettre de faire voler votre drone jusqu'à une altitude de 400 pieds au-dessus du sol, comparativement au simplifié qui vous permettait d'aller jusqu'à 300 pieds. Donc, selon la nature de vos opérations, ça peut être un COS simplifié ou complexe. Et il n'y a pas d'obligation de la part d'un demandeur de commencer par le simplifié. Le COS complexe peut lui être accordé directement lors de sa première demande. Si on va au-delà des COS simplifiés complexes, on a dit plutôt qu'il y a le COS permanent. Donc, un opérateur peut faire une demande à Transport Canada pour obtenir ce qu'il est appelé un COS permanent, c'est-à-dire que ce COS-là permettrait d'opérer dans la plus grande partie, dans la majeure partie, si on peut dire, du Québec, et l'opérateur n'aurait pas à faire une demande spécifique pour chaque opération. Le COS permanent pourrait être émis pour plusieurs mois, même 1 an, de sorte que l'opérateur qui a des opérations à court terme pourrait opérer directement sous le COS permanent.
Donc, alors, on l'appelle permanent, Claude, mais en réalité, il y a une durée, là. Il est comme longue durée, si on pourrait dire. Oui, en fait, c'est un COS longue durée et de territoire plus étendu, c'est-à-dire qu'il peut aller en classe C, par exemple. Puis il permet donc à un opérateur de s'activer rapidement en faisant simplement une notification de vol. Et c'est pas une demande comme telle à chaque fois. C'est ça. Ce n'est pas une demande à chaque fois. Par contre, l'opérateur doit procéder à ce qu'on appelle une notification de vol qu'il envoie à Transport Canada, où il va préciser la nature de ses opérations, l'endroit et, règle générale, toute l'information pertinente à une opération. Qui va être l'opérateur et quels seront les observateurs et les membres d'équipage en général. Est-ce que c'est possible de recevoir un COS permanent très, très tôt dans sa carrière d'opérateur de drone ou ça prend une certaine relation là, établie? Pour obtenir un COS permanent, Transport Canada exige un certain niveau de responsabilité de la part des opérateurs. C'est-à-dire qu'un nouvel opérateur ne pourrait pas obtenir un COS permanent lors de ses premières demandes. Par contre, après plusieurs demandes jugées satisfaisantes, on peut parler de 5, 6, 7 demandes, dépendamment de l'opérateur, où il n'y a pas eu de problème majeur, lorsqu'on parle de problème majeur, on va dire d'accident ou d'infraction à la réglementation, et que le sérieux de l'opérateur est bien établi, qu'il a un bon manuel d'exploitation, et qu'à ce moment-là, Transport Canada juge que c'est un opérateur de confiance. Un COS permanent peut être émis, mais le COS permanent n'est pas automatique. Le demandeur doit procéder à une demande de COS permanent. Suite à ça, sa demande est analysée et il pourra en obtenir un si c'est jugé convenable. Une fois le COS permanent obtenu, Claude, j'imagine qu'il y a des conditions là-dedans. Si j'avais une demande de vol qui excède les conditions de mon COS permanent, bien, tout ce que j'aurais à faire, c'est de déposer une demande complexe à nouveau pour ce boulot-là. Oui, effectivement, ça serait la façon de procéder. Un point à mentionner, c'est que les COS peuvent être délivrés pour les opérations de jour et de nuit, à la demande de l'opérateur. Alors, Claude, qu'en est-il du manuel d'exploitation? On en entend parler passablement. Ça semble représenter la bête noire des nouveaux applicants. Le manuel d'exploitation est un document très important dans une demande de COS. Ce manuel illustre la structure de l'entreprise, le professionnalisme des gens en place, les mesures qui seront prises pour assurer la sécurité lors d'une opération de drone. Donc, c'est un élément clé dans toute demande de COS. On peut considérer que c'est le cœur d'une demande complexe, quoi, autour duquel s'articulent les différentes opérations? Oui, en fait, ce sont les grandes lignes directrices que les pilotes de drone, les membres d'équipage en général, doivent suivre. C'est comme un contrat de travail que ces gens-là ont et ils doivent le respecter à la lettre. Alors, le CQFA offre un canevas de manuel d'exploitation qui est assez complexe. Est-ce que ça constitue un bon point de départ, selon toi, pour un nouvel applicant? Oui, le CQFA offre un très bon modèle de manuel d'exploitation qui rencontre les normes exigées par Transport Canada au niveau des drones. Alors, à partir de ce modèle-là, qui doit être adapté pour chacune des opérations, ou en fait pas chacune des opérations, mais chacun des opérateurs, ce serait plus exact, en fonction du genre d'opération qu'il prévoit faire. Qu'est-ce que ça devrait comporter, là, en général, un manuel d'exploitation d'opération drone? Un manuel d'exploitation pour les opérations de drone doit comporter, en fait, 6 grandes sous-divisions. Premièrement, l'entreprise. De quelle entreprise il s'agit? Quelle est la nature de leurs opérations? Sous quel genre de permis ils opèrent? En fait, une description générale de l'entreprise elle-même. Deuxièmement, le matériel utilisé par cette entreprise. Une description des appareils, de tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement, au déroulement d'une opération d'UAV. Troisièmement, section sur la planification des vols, c'est-à-dire quel genre de mission va être opérée, comment ça va être fait, par quelle personne dans la compagnie, sur quel lieu, une description physique de l'opération en tant que telle. C'est comme un livre de recettes un peu, Claude. Dans ce manuel-là, on dit comment on fait les choses? C'est un livre de recettes, mais on pourrait même ajouter que c'est un livre de recettes obligatoire, c'est-à-dire qu'il doit être suivi à la lettre. Transport Canada va approuver un manuel dans la mesure où il répond aux normes et une fois approuvé, ce manuel-là doit être suivi par les gens en place. Ensuite de ça, une autre division ici qui est les opérations normales, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va procéder, l'utilisation de listes de vérification, les procédures à suivre, toutes les vérifications, informations météo, ces choses-là avant un vol. Donc, ce chapitre-là est très important aussi, opération normale. Suite à ça, le 5e chapitre qui est une description des mesures d'urgence. Qu'est-ce que les membres d'équipage vont porter comme action lors d'une circonstance, une situation incontrôlable
grave, par exemple. Perte de contrôle de l'UAV dans une zone de contrôle. Un employé qui se fait blesser par un drone. Un drone qui va aller frapper une structure. Alors, il y a beaucoup de procédures d'urgence à élaborer. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a comme un effet bénéfique d'élaborer son propre manuel d'exploitation plutôt que d'aller faire un copier-coller là, de quelque chose qu'on trouverait sur Internet, ne serait-ce que d'être mieux préparé? Oui, absolument. Il ne faut surtout pas produire un copier-coller qui serait vu comme une façon générale de procéder et qui ne s'applique pas à l'opération en question et à l'opérateur. Il ne s'agit pas de se débarrasser de l'écriture d'un manuel, mais vraiment de s'en imprégner. Absolument pas. Donc, partir du manuel proposé, du guide proposé par le CQFA et de là, l'adapter à son opération et au personnel en place de la compagnie et à ses propres procédures. Donc... il n'y a pas une sixième partie du manuel? Oui, il y a une sixième partie qui s'appelle les annexes, c'est-à-dire c'est là où on devra joindre tous les documents tels qu'on a discuté plus tôt, copie de l'assurance, l'autorisation du propriétaire des lieux, corporation, des lieux, permission de NAV Canada si nécessaire. Ces documents-là sont annexés. Les manuels qui viennent avec les drones comme tels, effectivement, les maintenance manuels, et tout. Oui, comme les descriptions techniques des appareils et tout ça va être annexé dans cette section-là. Est-ce qu'un manuel d'exploitation, Claude, est nécessaire pour une demande de COS simplifiée? De plus en plus, Transport Canada exige que le manuel d'exploration soit en place parce que ce manuel-là va permettre à l'opérateur d'aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'éventuellement, il voudra obtenir un COS permanent. Là, le manuel d'exploitation sera vraiment requis. Donc, il est important pour chaque opérateur de commencer tout de suite ses opérations avec un manuel bien établi. Tu sais, au CQFA, on fait faire une analyse de risque. Dans l'ébauche du manuel d'exploitation, on a une analyse de risque proprement dite. Alors, c'est une étape un peu au-delà du minimum, mais c'est vraiment très utile. C'est très, très efficace afin de protéger nos investissements comme opérateurs. Non seulement rendre le service aux clients, mais se protéger également afin d'avoir un succès. Là. Oui, l'analyse de risque est importante. C'est une preuve que l'opérateur est conscient des risques inhérents à l'opération de UAV et qu'il est surtout prêt à prendre les mesures nécessaires lors d'une situation d'urgence. Claude, les endroits survolés vont changer constamment à la demande des clients. Quelle analyse des lieux doit-on fournir à Transport Canada? Dans chaque demande de COS, le client doit, ou l'opérateur de drone doit fournir à Transport Canada une image du site où il prévoit opérer. De préférence, cette image-là doit être prise à partir de Google Earth, sur laquelle il inscrit son itinéraire de vol, c'est-à-dire la trajectoire de l'UAV, les endroits qui peuvent être utilisés pour un atterrissage d'urgence au cas où il y a des problèmes, les accès qui seront barrés au public, c'est-à-dire que pendant l'opération, personne ne peut accéder au site, donc quels accès vont être barrés, et aussi une limite par rapport aux obstacles environnants, comme par exemple une ligne à haute tension qui se situerait sur le terrain où le drone va opérer, doit être prise en considération. Une route, une voie publique quelconque, une piste cyclable doit être prise en considération puisqu'il y a des distances minimum à respecter. Est-ce qu'il serait opportun pour le demandeur de dessiner sur la photo, donc d'indiquer au ministre j'évacuerai par là mon drone, on va décoller d'ici, voici l'obstacle majeur? C'est effectivement la façon idéale de présenter un plan du site, c'est-à-dire à partir de quel endroit le drone va décoller, quelle trajectoire il va suivre, s'il y a de multiples atterrissages, où est-ce qu'ils seront sur la propriété, en cas d'urgence, où est-ce que le drone va être envoyé, projeté s'il doit atterrir d'urgence au sol. Ensuite de ça, comment les chemins d'accès plutôt vont être barrés et quelles seront les sorties d'urgence utilisées en cas de pépin quelconque. Alors, le demandeur va le faire graphiquement sur la photo, puis il va documenter avec de courts textes les différentes fonctions là, qu'il va surveiller. C'est ça. Il va le documenter sur la photo. L'idéal, c'est de le faire de différentes couleurs, comme par exemple la trajectoire de vol pourrait être une couleur comme le bleu, alors que les sorties d'urgence pourraient être en rouge, les points de décollage en bleu, de sorte que c'est plus facile à lire et puis c'est clair, net et précis. Dans l'atelier de COS que tu animes au CQFA à Dorval, tu couvres cet élément visuel-là? Oui, dans l'atelier, on couvre pendant quelques heures cet aspect de dessin, si on peut dire, de plan d'action, à partir d'exemples très simples comme une maison à vendre dans un quartier résidentiel. Ensuite de ça, on va prendre un exemple d'une très grande entreprise, une usine qui couvre une très grande surface et qui est traversée par plusieurs voies d'accès. Ensuite de ça, on va prendre des édifices en hauteur. On essaie de couvrir la majorité des
possibilités d'opération de drone. Et est-ce que les participants à l'atelier peuvent amener leur projet là, et t'y soumettre? On leur suggère d'apporter leur projet pour les projeter sur Google Earth et leur montrer exactement à quoi Transport Canada s'attend au niveau des dessins qui doivent être inclus dans la demande, comme on disait, sortie d'urgence, itinéraire de vol et tout ça. Claude, fort de ton expérience, là, une demande de COS qui est acceptée en quelques minutes par l'inspecteur, quel secret comporte-t-elle? Deux grandes choses. Manuel d'exploitation bien défini et site d'opération bien expliqué, comme on vient de l'expliquer, comme on vient de le décrire plus tôt. Ça, c'est les deux pivots, là. Ce sont les deux pivots, c'est 90% de la demande. Et s'assurer qu'il ne manque absolument rien. Une demande bien préparée, complète et traitée en 30 minutes. Alors, si je comprends bien, ça vaut la peine, la première demande, de bien s'installer, de la bien documenter, de la bien structurer de façon à utiliser la base de la première demande pour documenter les demandes subséquentes? Effectivement, il est très, très important, même primordial, de prendre le temps de formuler la première demande de façon complète. Si vous avez des interrogations, il y a des personnes ressources au CQFA qui sont là pour vous aider, mais ne surtout pas envoyer une demande à Transport Canada si vous n'êtes pas certain, de sorte qu'elle va vous être renvoyée, vous allez créer des délais supplémentaires. Donc, mettez toute l'emphase sur la première demande et qui, par la suite, va vous faciliter la vie pour les demandes subséquentes puisque la majorité de l'information de l'entreprise sera incluse dans la première. Claude, ça a été un très beau moment passé avec toi. On a beaucoup appris sur les COAS, les petits secrets du métier afin de voir nos demandes acceptées rapidement. Les participants à l'atelier COAS donné à Dorval à chaque mois vont pouvoir te poser des questions plus spécifiques quant à leur projet, n'est-ce pas? Oui, en fait, les participants ou les candidats qui se préparent à leur première demande de COS peuvent nous poser les questions qu'ils veulent. On offre le service là, de plus que de dépannage, mais d'aide. Ça m'a fait un très grand plaisir de participer à cette rencontre et de vous fournir toute l'information pertinente pour vous aider à obtenir un COS le plus rapidement possible. Alors, Claude, ça a été un réel plaisir de converser avec toi aujourd'hui sur le sujet des COAS. Les gens qui ont des questions peuvent nous écrire à info@cqfa.ca. On va leur répondre rapidement. N'oubliez pas que le CQFA offre toute une gamme de formations au pilotage de drones depuis 10 ans. Ce sont de très belles formations professionnelles, mais conviviales, agréables et suivies dans le confort de votre salon, à votre rythme. Vous pouvez nous poser autant de questions que vous voulez. C'est illimité en quantité et en temps. On retrouve d'abord le cadre réglementaire des drones légers pour 39 $ et ceux et celles qui désirent se lancer dans le monde des professionnels continuent leur étude au moyen du forfait théorique en ligne qui ne coûte que 389 $, c'est tout compris, incluant l'atelier de COS avec M. Vidal. À tous et toutes, beau vol de drones pour la belle saison qui s'annonce et à bientôt.